La table ronde d'aujourd'hui est intitulée « Peut-on encore changer le climat ?» Elle est organisée par Paris School of Economics, École d'économie de Paris. Nous avons l'honneur d'accueillir au lycée Turgot de prestigieux invités. Madame Kathleen Schubert, bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes professeure d'économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheur associé à l'école d'économie de Paris, spécialisée notamment en économie des ressources naturelles et de l'environnement. Monsieur Benoît Leguet, bonjour. Vous êtes directeur de la recherche CDC Climat et président du panel d'accréditation de l'article 6 du protocole de Kyoto. Monsieur Franck Lecoq, bonjour. Vous êtes quant à vous ingénieur en chef avec les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et directeur du CIRED, Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Vous avez été auteur des 4e et 5e rapports du GIEC. Monsieur Pierre-André Jouvet, bonjour. Ah oui. Okay. Vous êtes professeur à Paris-Ouest, Paris-Ouest, Nanterre La Défense, directeur scientifique de la chaire économie du climat et vous dirigez le Master of Economy de l'environnement, de l'énergie et des transports. Et enfin, monsieur Roger Guenry, bonjour. Vous êtes professeur émérite au prestigieux Collège de France, directeur d'études à l'École des hautes sciences et sociales, et enfin président du conseil d'administration de l'École d'économie de Paris, partenaire du Printemps de l'économie. Donc, durant les exposés et les débats, n'hésitez pas à tweeter vos réactions et à poser vos questions en utilisant le hashtag Préco15. Je passe maintenant le micro à Éric Leboucher, journaliste aux Échos, et à Clara Brandstetter, actuellement étudiante à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonjour à tous. Oui, Monsieur Jouvet va arriver, nous promettons, enfin nous espérons en tout cas, pour compléter ce panel, comme on dit en anglais. Vous avez bien de la chance, hein, parce que vous avez là à peu près tous les spécialistes, ou beaucoup des spécialistes français, les meilleurs, en matière de climat. Donc, je ne sais pas si vous avez de la chance pour le climat, mais vous avez de la chance d'avoir en face de vous des gens qui y réfléchissent depuis longtemps et qui ont dans la tête, j'espère, c'est ce qu'on va voir, les moyens de résoudre cet immense problème qu'on a devant nous. Est-il trop tard pour éviter ces fameux 2 degrés, même 2, 3, 4, on va voir? Est-il trop tard? Et si ce n'est pas trop tard, comment faire? Comment faire de façon réaliste? Pas comment faire dans l'utopie, mais de façon praticable. Voilà. Alors, pour nous planter un peu le décor, le décor du réchauffement, on peut demander à Franck Lecoq, puisqu'il est l'auteur de beaucoup des derniers rapports du GIEC, ça a été dit, de nous planter un peu aujourd'hui la situation de la planète. Où va-t-on? Quels sont les derniers chiffres? Quelles sont les dernières tendances? Est-ce que ce 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, combien? À vous. Merci. Bonjour à tous. Et d'abord, c'est un honneur d'être présent ici. Alors, je suis un parmi 250 ou presque 300 auteurs des rapports du GIEC. Donc, je suis loin d'être le seul. Mais moi, je vais essayer de donner quelques éléments effectivement de cadrage pour introduire cette discussion. Je pense que vous savez tous ce qu'est l'effet de serre. Hein. C'est un phénomène naturel par lequel une partie des rayonnements de l'énergie que nous envoie le Soleil, qui est renvoyée sous forme de chaleur, sous forme d'infrarouge, une partie de ces infrarouges, au lieu de repartir directement dans l'espace, sont renvoyés restent à l'intérieur de l'atmosphère, grâce aux couches, donc à la présence dans cette atmosphère de couches de gaz à effet de serre. Sans gaz à effet de serre du tout, la température moyenne à la surface du globe serait plusieurs dizaines de degrés inférieure à celle qu'elle est aujourd'hui. La planète serait essentiellement inhabitable. Donc, en tant que tel, l'effet de serre est un mécanisme qui est positif pour la vie sur Terre. La difficulté, en revanche, c'est que les activités humaines, en particulier depuis la révolution industrielle, ont eu pour conséquence d'émettre, de relarguer dans l'atmosphère en grande quantité des gaz à effet de serre. Alors c'est lié à quoi? C'est lié à la combustion, l'utilisation des combustibles fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz naturel. On va beaucoup parler d'énergie dans cette table ronde, évidemment. Mais c'est lié aussi à un certain nombre d'activités, à tout ce qui est déforestation. Si vous coupez des arbres, vous brûlez les arbres, là aussi vous relâchez des gaz à effet de serre, du CO2, du dioxyde de carbone en l'occurrence, en grande quantité dans l'atmosphère.
à toute une série d'activités agricoles qui relèvent du méthane en particulier, etc. Et donc on voit on voit les concentrations atmosphériques de ces gaz à effet de serre augmenter de manière très importante. On est passé de l'ordre de 275 parties par million, donc qui est l'indicateur de concentration à l'ère pré-industrielle, à quelque chose comme près de 400 aujourd'hui. 300, un peu en dessous de 400 aujourd'hui pour le sol CO2. Et donc on sait que cette accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère a déjà pour tendance, et aura, si elle continue encore plus, pour tendance, à augmenter la quantité de radiation qui est retenue par l'atmosphère, augmenter la température moyenne à la surface du globe, avec ensuite toute une série de conséquences. C'est pas seulement la température moyenne, mais c'est l'ensemble du fonctionnement du système climatique qui est susceptible d'en être affecté, les régimes de pluie, et ensuite via la fonte des glaces polaires, un risque de hausse de niveau des mers, et puis avec des impacts ensuite sur les écosystèmes et derrière sur les sociétés, sur les cycles de l'eau et sur les sociétés humaines de façon évidente. Alors, moi, j'ai travaillé pour le GIEC, mais dans le groupe 3, le groupe sur l'économie, pas du tout sur les groupes 1 et 2, qui sont les groupes qui s'intéressent aux impacts, à la science du changement climatique et aux impacts. Et je vous encourage à regarder les synthèses de ces travaux pour avoir l'information la plus à jour sur ce sujet. Je voudrais simplement, pour venir plutôt aux aspects de politique finalement et d'action qui ont été menés, en fait le problème du changement climatique est connu dans les milieux scientifiques depuis les années 50-60, plutôt le milieu des climatologues, et il émerge vraiment sur l'agenda politique lors d'un G8, un G8 à l'époque en 1988, donc à l'initiative d'ailleurs des États-Unis d'Amérique, ce qui est ironique d'une certaine façon, il va déboucher 4 ans plus tard, en 1992, sur la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui est signée donc dans le cadre de la conférence de Rio. C'est l'une des trois grandes conventions signées à Rio, qui fixe à l'humanité comme objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui soit tel qu'elles n'entraînent pas des conséquences néfastes pour les sociétés. Ce niveau n'est pas défini, mais en tout cas, on a déjà cet objectif qui est posé. La question, c'est comment on s'y prend et comment on y arrive. La première étape, ça a été le protocole de Kyoto en 1997, qui est donc une suite, un protocole à l'intérieur de la Convention cadre des Nations Unies, qui commence à fixer des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour la période au départ 2008-2012, qui a ensuite été étendu à 2008-2020, mais des objectifs pour les pays développés, donc essentiellement les pays de l'OCDE. L'idée étant que ce sont les pays qui ont en général les émissions de gaz à effet de serre les plus élevées, ce sont aussi ceux qui ont émis le plus tôt, qui sont responsables de la majeure partie des gaz à effet de serre actuellement présents dans l'atmosphère. Et donc la Convention cadre des Nations Unies prévoyait que, au nom de la responsabilité dite commune mais différenciée entre les pays, que ce soit les pays du Nord qui commencent à réduire leurs émissions. Néanmoins, donc, le dernier rapport du GIEC montre que malgré la mise en place du protocole de Kyoto et malgré la mise en place d'un certain nombre d'autres politiques volontaires dans un certain nombre d'États hors du protocole, les émissions de gaz à effet de serre ont continué à augmenter entre 2000 et 2010. Elles ont même augmenté plus vite entre 2000 et 2010 qu'elles n'avaient augmenté entre 1970 et 2000. Une accélération due essentiellement à la croissance rapide de la demande en énergie et de la production d'énergie à base de charbon. Dans ce contexte, on voit bien que on est sur une trajectoire d'émissions qui est plutôt en croissance, alors qu'il faudrait qu'elle soit stabilisée, voire même qu'elle décroisse à l'échelle globale, si l'on veut stabiliser les concentrations atmosphériques en gaz à effet de serre. Alors, la communauté internationale s'était fixée en 2009 un objectif disant on va faire en sorte que les températures moyennes à la surface du globe n'augmentent pas plus de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est un objectif d'abord politique, même s'il est fondé sur une négociation entre États. Et le dernier rapport du GIEC a essayé de regarder dans quelle mesure on est
on est sur la trajectoire ou pas par rapport à ces 2 degrés. Alors la réponse est oui, on y reste, dès lors que l'on arrive rapidement à réduire de façon forte et rapide les émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui on est sur une course d'émissions, et si l'on veut faire du plus de degrés, il faut faire rapidement faire piquer nos émissions, limiter nos émissions mondiales et les faire redescendre pour arriver à presque zéro à la fin du XXIe siècle. Techniquement, sous un certain nombre d'hypothèses sur les développements des technologies, ce sont des choses qui sont faisables. En revanche, évidemment, la question de l'acceptabilité à court terme de ce type de transition est quelque chose qui reste une question qui reste posée. Alors, je vais peut-être conclure cette introduction très très brève. Ces points-là seront redéveloppés par les différents intervenants pour dire un point sur cet objectif des 2 degrés et ce qu'il implique en termes de politique. L'objectif de 2 degrés est un objectif de long terme. C'est en 2100, il ne faut pas qu'on ait dépassé en 2 degrés. Il ne dit pas forcément grand-chose. Il y a plusieurs chemins pour y arriver. Et toute la question, c'est qu'est-ce qui se passe à court ou moyen terme pour arriver à cet objectif. Et là, là, il y a différentes options ouvertes. Là, le rapport du GIEC lui-même n'est pas extrêmement, enfin, donne pas énormément de pistes sur le court et le moyen terme. Il y a en tout cas plein de questions ouvertes sur comment est-ce qu'on passe finalement d'une situation dans laquelle nos émissions sont en train de croître, en plus dans laquelle on est en crise économique, dans laquelle les budgets des États sont quand même pas extrêmement florissants, à une situation dans laquelle on arrive à stabiliser puis à réduire nos émissions. Le point simplement que je voudrais faire ici en termes de comment on fait, c'est de se rappeler qu'il y a ce qui compte finalement pour le fait qu'on passe ou pas à plus de degrés, pour la température en 2100, c'est le stock total. C'est toutes les émissions de gaz à effet de serre qu'on aura mises dans l'atmosphère, le stock de gaz à effet de serre qu'on aura mis dans l'atmosphère entre maintenant et 2100. C'est pas tant ce qu'on émet juste aujourd'hui, mais c'est la somme de ce qu'on émet aujourd'hui, demain, en 2020, en 2030, en 2040, en 2050, et ainsi de suite. Donc ce qui compte pour nous, nous, ce qu'on contrôle vraiment aujourd'hui, c'est nos émissions à nous, et puis il y a un certain nombre de décisions qu'on prend, on fait des choix d'investissement, donc on choisit les technologies qui sont mises en œuvre, dans les 10, 15, 20 ans à venir, mais pas beaucoup plus. Au-delà, c'est plus notre génération, ce sont les générations suivantes, vous en fait, qui allez prendre ce type de décision. Donc en termes de nature de ce qu'on doit faire, on doit à la fois réduire nos émissions aujourd'hui, ça c'est un premier point, mais on doit aussi trouver des moyens de rendre plus facile le fait de réduire les émissions demain. Et donc ça veut dire à la fois des instruments pour inciter les gens à réduire les émissions aujourd'hui, mais aussi des instruments pour donner des technologies propres, de meilleures technologies propres, léguer des technologies propres à nos plus moins chers, à nos descendants, et aussi prendre des mesures qui permettent qui rendent plus facile à nos descendants le fait de réduire leurs émissions. Je prends un exemple, ce sera mon tout dernier point. Prenez les villes. Si vous avez une ville extrêmement étendue, comme Atlanta, densité faible, ville extraordinairement étendue, c'est une ville dans laquelle il est très difficile de mettre en place des transports en commun, parce que c'est juste pas rentable d'aller mettre des bus partout dans une ville extraordinairement étendue. Résultat, si vous d'un seul coup vous rendez l'énergie plus chère et vous rendez plus difficile, vous rendez l'énergie plus chère, les gens qui de toute façon doivent se déplacer pour aller travailler, s'ils n'ont pas de solution alternative, ils continueront à prendre leur voiture de toute façon. Résultat, il va falloir vraiment que vous mettiez un signal, un prix, vous augmentez très fortement le prix de l'énergie, donc des mesures difficiles aussi, pour avoir un résultat. Si à l'inverse, excusez-moi, vous avez des villes qui sont plus compactes, alors et que vous avez des alternatives de type transport en commun qui sont disponibles, lorsque vous augmentez des prix de l'énergie, à ce moment-là, les gens ont des options alternatives pour se rendre sur leur lieu de travail, et potentiellement, il est plus facile pour eux
de basculer de l'un à l'autre. Alors pour des villes qui sont déjà mises en place aujourd'hui, qui sont déjà formées aujourd'hui, là il n'y a pas plus grand chose à faire. Mais pour des villes dans plein de pays en voie de développement où l'urbanisation est encore un phénomène extrêmement massif, là on est encore avant le point de bifurcation entre des villes compactes et des villes qui ne le sont pas. Voilà un exemple de type de politique qui ne sont pas des politiques qui vous réduisent les émissions aujourd'hui. Alors pas du tout, mais en revanche qui ont un impact très fort sur la possibilité et les coûts de réduction des émissions demain. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup, j'espère que c'était clair pour tout le monde, en tout cas pour moi. Et puis, c'était pas si pessimiste, c'est-à-dire qu'au fond, on peut encore faire beaucoup de choses, on peut encore arriver à limiter à 2 degrés, c'était l'objectif, c'est pas perdu, à condition de s'y mettre et à condition de s'y mettre sur le long terme, comme vous l'avez dit. 2 degrés, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà beaucoup, ça a déjà beaucoup de conséquences, mais enfin, c'est mieux que 4. Alors, le problème, c'est que dans le court terme, on n'y va pas. Dans le court terme, vous avez parlé vous-même d'accélération des émissions plutôt que de réduction. Donc, on va parler maintenant de comment il faut faire, comment on a fait, et qu'est-ce qui a raté, et qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, j'ai passé la parole à Roger Guenry. Pourquoi ça a raté, pourquoi ça rate, et quelles solutions sont imaginables? Merci. Vaste problème. D'abord... pardon, comme ça on m'entend, oui, voilà. On a essayé de faire des choses. Hein. On a essayé de faire des choses. Ce qu'on a essayé de faire, c'est le protocole de Kyoto. Alors, le protocole de Kyoto s'était fondé sur l'idée qu'on donnait à un ensemble de pays, mais simplement à un sous-ensemble, des quotas d'émissions qui devaient en principe respecter, ou qu'ils avaient le droit de ne pas respecter dès lors qu'ils achetaient sur le marché des quotas des droits à émettre supérieurs à leurs droits initiaux. Donc on avait mis en place un marché mondial des quotas d'émissions dont les parties prenantes étaient des pays. Petit détail malheureusement que ça ne concernait que ce qu'on appelait les pays de l'annexe B. Ça n'a pas fonctionné pour toute une série de raisons. On avait mis à l'écart les pays en voie de développement pour des raisons. Les pays annexe B, c'est-à-dire c'est les pays riches, grosso modo. Hein. On avait mis à l'écart les pays en voie de développement de façon extrêmement compréhensible et légitime, pour ne pas entraver leur développement. Mais ça partait d'une bonne idée. Alors maintenant, si ça n'a pas fonctionné, alors Kyoto, je vais essayer, je vais prendre la casquette, si vous me permettez, je vais prendre la casquette du planificateur mondial. Hein. Je suis le planificateur mondial et bienveillant, et je vais remplacer Kyoto par quelque chose qui marcherait beaucoup mieux. Mais en présentant cette solution, je vous montrerai en même temps pourquoi. Cette solution, c'est la solution Grande Rivière. Grande Rivière, ça veut dire qu'on met en place un dispositif totalement cohérent, totalement pertinent, et à la notion de grande rivière s'oppose la notion de petit ruisseau. Ce qu'on va faire dans la réalité, ce seront mettre en place un certain nombre de petits ruisseaux, mais il peut être utile de voir comment les petits ruisseaux que l'on mettra en place ici et là se situent par rapport à la grande rivière que j'ai en tête. Alors si j'étais le planificateur mondial, alors il faut bien voir que je serais à la tête d'un monde dans lequel il y a des États. Ces États ont des pouvoirs. Mais j'ai malgré tout une certaine capacité d'intimidation vis-à-vis de ces États. Alors je mettrai en place, parce que moi je suis un grand admirateur de la formule Kyoto, je mettrai en place un super Kyoto. Je mettrai en place un super Kyoto qui donne à chacun des pays une trajectoire de quotas d'émissions. Pour tous les pays cette fois. Mais je le ferai d'une manière qui, alors là ça me suppose quand même pas mal de pouvoir, qui soit redistributive. C'est-à-dire que je donnerai à chacun des pays des quotas correspondant à ce que m'a indiqué Franck Lecoq. J'irai voir Franck Lecoq, naturellement, je lui demanderai comment il faut les moduler sur le temps. Et je donnerai à chacun des pays des quotas qui correspondent à la moyenne, à des émissions par tête identiques, à des droits d'émissions par tête identiques dans tout le monde. Alors, ce qui veut dire qu'il y a des pays qui auraient des quotas qui seraient au-delà de ce qu'ils émettent spontanément, et des pays qui auraient des quotas qui seraient nettement en dessous de ce qu'ils émettent spontanément. Mais là, j'aurais un grand coup de marteau égalitaire, et je mettrais ça comme règle.
On pourrait, bien sûr, et naturellement, il est très important dans mon affaire que l'on puisse les vendre. Ces quotas seraient vendus, mais la distribution initiale serait contrainte par la règle que j'ai fixée ici. Bien sûr, donc il y aurait un marché mondial des quotas. Et sur ce marché mondial émergerait un prix du carbone. Et ça, c'est évidemment important. Ça veut dire que ce serait un signal donné à tous les acteurs dans le monde sur le coût du carbone pour la société, etc. Et ce serait un signal mondial. Alors comment les pays l'utiliseraient à leur niveau, ça je leur laisse une certaine liberté. Je suis assez souple malgré tout. En particulier, moi je leur conseillerais de mettre en parallèle de ce marché mondial des quotas, sur lequel émerge un prix, je leur conseillerais de mettre une taxe carbone, plutôt qu'un marché de carbone à l'intérieur des frontières, que le marché ETS européen. Je proposerais de passer à la taxe carbone. J'ai souvent fait cette proposition par ailleurs, sans aucun succès, mais là je peux quand même le faire. Je peux quand même la faire ici. Donc, il y aura un dispositif cohérent, un marché mondial des quotas, un prix mondial qui est affiché, et des politiques internes aux États qui sont cohérentes avec ça, qui ont une certaine liberté. Alors qu'est-ce que ça ferait sur le monde? Je ne sais pas. Je sais simplement que ça me permettrait de tenir mon pari. Je ne sais pas quel serait le prix du carbone. Je ne sais pas quelles seraient les énergies renouvelables qui l'emporteraient par rapport aux autres. Je ne sais pas quels seraient les effets sur le prix des combustibles fossiles de ce que je vais impliquer, qui est aussi une variable très importante de toute politique réelle. Mais je serais quand même relativement satisfait et je pense que ça devrait pouvoir marcher. Alors naturellement, vous voyez bien pourquoi tout ça est totalement utopique. Tout ça est totalement utopique. D'abord, il n'y a pas de planificateur mondial. Deuxièmement, l'idée d'imposer une immense redistribution du revenu implicite à mon choix de redistribution des quotas en égalité par tête est complètement invraisemblable. Donc, Parce que concrètement, ça demanderait aux États-Unis de réduire de moitié à peu près leur production de gaz à effet de serre. Enfin, pas de moitié, de diviser au moins entre 10 et 15. Oui, oui. Vous voyez tout de suite. Ah oui, non, parce qu'attendez, la moyenne par tête serait la même, mais la moyenne par tête que j'impliquerais, que j'imposerais, serait inférieure à la moyenne par tête aujourd'hui. Enfin bon, je ne sais pas, les États-Unis émettent, mais effectivement, il faudrait sans doute diviser par. Enfin, il faudrait refaire le calcul de façon. J'ai pas apporté mon ordinateur avec moi, et donc. L'ordre de grandeur suffit à comprendre. Oui, bien sûr. La difficulté du problème. Donc voilà un petit peu la raison. Alors, ça, ce serait l'idéal. Alors, c'est un idéal un petit peu personnalisé, au sens où vous n'êtes pas obligé de vouloir faire de la redistribution. Ça aurait malgré tout l'avantage d'impliquer les pays en voie de développement sans leur faire subir des coûts injustes du point de vue de la perspective historique de la montée en puissance des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et puis, ça fait l'hypothèse que ce marché fonctionnerait bien, qu'il émettrait, que le signal prix fonctionnerait bien et que on aurait une vraie solution devant soi. Alors, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'il y a ce que j'appelle les petits ruisseaux. Les petits ruisseaux, c'est qui se met en place à certains endroits dans le monde des marchés de permis. C'est ce qui se fait en Europe. Avec tout, vous allez nous en parler tout à l'heure, mais je vais pas. Il se passe qu'il y a des endroits où on a mis en place des taxes carbone, on a même failli essayer dans ce pays, ça a même failli marcher. Il y a des tas de choses il y a des pays qui prennent des engagements de réduction qui apportent sur la table leurs propositions d'engagement. On est dans un domaine dans lequel chacun apporte sa proposition et dans lequel on a ce qu'on appelle en économie, pour un bien collectif, un équilibre de souscription. C'est-à-dire que le niveau de bien collectif que l'on met à la place est la somme de ce que les gens sont prêts à payer, sont prêts à souscrire, qui est, on sait très bien, un équilibre extraordinairement inefficace, mais qui est un équilibre qui est mieux que rien. Je pense que j'en ai
pas assez dit ou trop dit, mais je pense qu'il faut garder ça à l'esprit, la grande rivière. Et ce qu'on va faire maintenant dans la COP21, dans quelle mesure ça nous rapprochera de quelque chose qui pourrait s'appeler une grande rivière, ou est-ce que ce sera une succession de petits ruisseaux qui n'ont pas beaucoup de possibilités de communication, ben ça on verra. Là. Mais à chaque fois, c'est sur le régime du volontariat. C'est ça la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de planificateur mondial, je suis désolé pour vous. Ça aurait été une jolie promotion. Mais non, les pays adhèrent, font ce qu'ils veulent. Les pays restent souverains, chacun des pays reste souverain, et donc adhèrent ou n'adhèrent pas. Et d'où les problèmes pour les États-Unis qui n'adhéraient à rien jusqu'à récemment, ou la Chine qui dit mais moi je n'ai pas pollué pendant un siècle, alors laissez-moi polluer autant que vous avez pollué. C'est pas moi qui suis responsable de ces fameux 2 degrés actuels. Donc c'est toute la difficulté de la... Oui, vous vouliez... Par ailleurs, si on retombe dans un système où tout peut se vendre et s'acheter, vous n'avez pas peur qu'il y ait une spéculation qui puisse encore y avoir et qu'on retrouve vers les mêmes limites qu'on a pu voir récemment? Non, les marchés fonctionnent. Il y a des marchés qui ne fonctionnent pas très bien. Ce sont les marchés financiers. Mais il y a des marchés... Non, il faut être sérieux. Hein. On ne peut pas faire de politique climatique sérieuse sans passer par là. Il y a plusieurs instruments. Quand on fait un cours d'économie sur l'environnement, on dit qu'il y a les instruments réglementaires et les instruments économiques. Les instruments réglementaires, ça consiste qu'on donne des quotas pour chacun des acteurs polluants. Ici, ça voudrait dire que moi, planificateur mondial, je dois donner à chaque entreprise, à chaque citoyen du monde, des quotas d'émissions. C'est évidemment une absurdité totale. L'écologie punitive, dit... non, mais ce seraient des quotas, ils se seraient présentés sous des lettres, avec des lettres de présentation agréables. Ils ne seraient pas punitifs du tout. Hein. Bon, et ensuite, il y a les instruments économiques. Qu'est-ce qu'il y a comme instrument économique quand on veut diminuer une pollution? Il y a le premier, c'est on peut subventionner la dépollution. C'est des idées qui reviennent par ailleurs. C'est une idée petit ruisseau sur laquelle je pourrais parler tout à l'heure, mais je ne sais pas. Bon, il y a l'idée qui consiste à taxer la pollution. Et il y a une troisième idée qui est de créer des marchés de droits, c'est-à-dire donner aux pollueurs des droits qu'ils peuvent échanger. Des droits en leur donnant gratuitement ou pas. Hein. En Europe, on les donne gratuitement. J'ai beaucoup contesté cette gratuité, mais de leur donner des droits et les laisser échanger. Fondamentalement, ces 3 matières sont à peu près équivalentes, c'est-à-dire qu'elles conduisent à des décisions par les agents économiques concernés à peu près identiques, mais à des transferts entre l'État et ses agents totalement différents. Mais penser qu'on va résoudre un problème comme le problème climatique ou les émissions de gaz à effet de serre sans avoir au niveau mondial un instrument prix qui soit pertinent et utilisé par tout le monde, c'est un tout petit peu de l'utopie. On ne peut pas croire à ça d'une certaine manière, mais voilà. Mais je ne sais pas si je vous ai convaincu. C'est-à-dire que, ou bien c'est le grand planificateur qui dit vous avez le droit de polluer 5, et vous 2, et vous 17, ou bien il faut que celui qui pollue 17 puisse acheter des droits de polluer à celui qui ne pollue que 2. Voilà, c'est ça. Donc c'est un marché. Ou bien c'est la dictature, ou bien c'est la démocratie. Non, mais le marché peut mal fonctionner. Hein. Il y a beaucoup de raisons de regarder de très près la manière dont fonctionneraient ces marchés. En particulier dans la manière dont fonctionneraient les marchés à terme sur les droits, sur les quotas. Bon, mais on entre dans des détails techniques et avec la fragilité de tout marché, bien sûr. Merci. Roger Guenry. Benoît Leguet, justement, les quotas, il y en a quelque part autour de nous en Europe. Donc, est-ce que ça n'a pas l'air de marcher non plus tellement bien? Qu'est-ce qu'on a décidé et quels sont les résultats et pourquoi? Alors, en 2 mots, en Europe, on a pris des engagements dans le cadre du protocole de Kyoto. Donc, sur la période 2008-2012, l'Europe s'était engagée à réduire ses émissions de 8% sur cette période par rapport à 1990. Pour faire ça, l'Europe s'est dit, puisque le protocole de Kyoto me demande de réduire les émissions de gaz à effet de serre, je signe ce protocole et donc je mets en place les instruments qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc dans tous les pays européens et au niveau de l'Union européenne, on a mis en place des politiques qui visaient à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Certaines de ces politiques étaient choisies au niveau national et certaines politiques ont été décidées au niveau communautaire.
vous savez ou vous ne savez pas que l'environnement est une prérogative communautaire, et donc un certain nombre de textes peuvent être décidés, disons, directement au niveau européen. Alors, le protocole de Kyoto ne disait pas à l'Europe comment il fallait faire pour réduire les émissions. Ça, libre choix était laissé à l'Europe. Et une des premières idées qui a été mise en avant par la Commission, c'est de se dire, écoutez, on va réduire les émissions. Donc pour réduire les émissions, les économistes bêtes et méchants, il y en a, pas ceux à cette table, mais il y en a, nous disent, il faut mettre en place un prix du carbone. Très bien, et ça, je pense à peu près tous les économistes seront d'accord pour dire, si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut mettre en place un prix sur le carbone. On peut le faire de différentes façons, et Roger Gannery l'a expliqué. En Europe, on s'est dit au début, on va mettre en place une taxe. Ah oui, mais alors pas de peau, une taxe, il faut se mettre d'accord au niveau européen à l'unanimité. Alors petit problème, unanimité, alors à l'époque on n'était pas 28, on était 15, mais forcément ça pose problème, il suffit qu'il y ait un mauvais coucheur dans le tas et la taxe ne peut pas voir le jour. Donc du coup on s'est dit, puisque la grande rivière ne marche pas, on va plutôt se tourner du côté du petit ruisseau et on va essayer de mettre en place un système qui peut être mis en place avec un autre mode de décision. Et donc, une décision à la majorité qualifiée. Alors, si vous savez ce que c'est, tant mieux. Si vous ne savez pas, regardez sur Internet. En gros, ça veut dire qu'on vote avec une certaine majorité. Et ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'unanimité. C'est ça qu'il faut retenir. En pratique, on a donc mis en place un système de quotas échangeables de droits à émettre du CO2 en Europe. Alors, je dis bien système de quotas échangeables, parce que ça remet les choses dans l'ordre. J'ai horreur de l'expression « marché du CO2 ». J'essaye de la bannir de mon vocabulaire parce que c'est tout sauf un marché. Au contraire, les quotas de CO2, on est plus proche du ticket de rationnement un petit peu Deuxième Guerre mondiale ou disons plutôt économie planifiée stalinienne que marché libéral avec des gens avec les dents longues qui cherchent à faire du profit à tout crin. Qu'est-ce que c'est qu'un système de quotas échangeables? Ça remet bien les choses dans l'ordre. On donne des quotas à des agents économiques. Qui décide des quotas? La puissance publique. Donc les politiques décident de la quantité appropriée de pollution. Alors ça peut choquer peut-être certains dans la salle. La quantité appropriée de pollution, en général, c'est assez rarement zéro. Parce qu'on ne pollue pas pour le plaisir. On pollue pour avoir un bien ou un service à côté. Et ce bien ou ce service procure une satisfaction, du bien-être, une utilité, enfin bref, vous mettez le mot que vous voulez. Donc en général, si on pollue, c'est la contrepartie à un bien ou un service, à quelque chose qui nous rend service. Par exemple, soyez concret, l'agent en question, c'est, mettons, EDF, ou bien un sidérurgiste. Donc on donne à EDF le droit de produire tant, voilà, de polluer tant. Voilà. Très concrètement, c'est ça, on dit à EDF ou à Lafarge, vous avez le droit de polluer tant et pas plus. Si vous voulez polluer plus, eh bien, il faut simplement que vous achetiez des quotas à une autre industrie. C'est-à-dire en termes économiques, que vous payez quelqu'un pour réduire à votre place. C'est aussi simple que ça, mais au global, l'objectif global de pollution qui a été déterminé par les pouvoirs publics doit être respecté. Donc on a mis ça en place dès 2005, donc 3 ans avant le début de la première période d'engagement du protocole de Kyoto. Première phase sur 2005-2008, deuxième phase 2008-2012. Nous sommes aujourd'hui dans la troisième phase qui couvre 2013-2020. Et nous sommes en train de commencer à négocier la quatrième phase qui devrait normalement couvrir 2020-2030. Après, il y aura certainement une cinquième phase, sixième phase, septième phase, etc. C'est inscrit dans le droit européen, c'est une directive. Et tant que le système n'aura pas été démantelé, il va continuer. Alors, ce qui est important là-dedans, ce système permet de donner un prix au CO2 puisqu'on autorise les agents économiques à échanger leurs quotas. Donc à partir du moment où les agents économiques peuvent échanger, il se crée un prix du carbone qui permet à ces agents économiques de comparer le prix du carbone et leur coût de réduction et de décider s'ils veulent réduire eux-mêmes ou payer quelqu'un d'autre pour réduire à leur place. Ce qui est important là-dedans, et ça Roger Gannery l'a bien dit, c'est de ne pas perdre de vue non plus l'objectif de long terme. Franck l'a rappelé aussi, si l'objectif c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut quand même donner aux agents économiques une certaine visibilité sur la trajectoire de réduction, sur les quotas qui vont leur être alloués dans le futur. Alors aujourd'hui, je vous l'ai dit, les industriels ont de la visibilité jusqu'en 2020. 2020, c'est dans 5 ans. Les investissements que doivent faire les industriels, donc on a parlé d'EDF, on a parlé de Lafarge, c'est des industriels qui investissent pour des durées de 20, 30, 40, 50 ans. Donc là déjà, il y a un petit delta, si vous me passez l'expression, un petit delta. On investit sur 20, 30, 40, 50 ans et on se retrouve avec une obligation sur les 5 premières années. Si vous étiez à la place d'un industriel, est-ce que vous prendriez en compte cette incitation sur les 5 premières années dans votre choix d'investissement qui va durer sur 30, 40, 50 ans? Peut-être pas.
En tout cas, peut-être, mais ça dépendra de votre anticipation de ce qui vient après. On est aujourd'hui en train de négocier 2020-2030 et ensuite on commencera 2030-2040, etc. Ce qui est important là-dedans, c'est de donner une trajectoire de long terme. L'Union européenne ne s'est pas mis d'accord aujourd'hui formellement sur une trajectoire de long terme, mais au niveau du Conseil européen, il y a un certain nombre de documents qui ont circulé, notamment en 2011, et la trajectoire dans la vision de la Commission est assez claire. À horizon 2050, il faut avoir réduit nos émissions de 5 par un facteur 5 comparé à 1990. C'est-à-dire réduit nos émissions de 80%. Là où on émettait 100 en 1990, il faut avoir réduit à 20 en 2050. C'est un effort considérable, c'est faisable, il y a des voies qui permettent de le faire, mais ça veut dire en gros déjà se passer d'énergie carbonée, pour faire simple, au moins sur le secteur de l'électricité. Ça veut dire renouvelable, ça veut dire efficacité énergétique. Ça veut dire quand même réduire assez fortement les émissions du secteur du transport. Alors comment est-ce qu'on fait pour réduire les émissions du transport? Je vous renvoie à la question. Aujourd'hui, on a un système de transport qui est très largement basé sur le pétrole. Il y a des façons de faire, notamment en électrifiant le parc. Ah oui, mais alors problème, ça va augmenter les émissions des centrales électriques. Bon bref, vous voyez qu'il y a tout un jeu de chaises musicales à mettre en place, mais c'est possible. En tout cas, la Commission a mis en place cette trajectoire, ou a défini cette trajectoire qui montre que c'est possible. Donc le système de quotas européen fonctionne aujourd'hui, il fonctionnera pour de nombreuses années encore. Alors après, comme toute politique publique, on se rend compte en général après quelques années que ça ne fonctionne pas du tout comme on l'avait anticipé au départ. Le planificateur bienveillant dont Roger a parlé, bien évidemment, est quelqu'un de super intelligent, etc. Mais un planificateur bienveillant, ça se plante assez souvent, et c'est normal, ça fait partie du jeu, et justement, on peut moins se planter en prenant un retour d'expérience de comment la politique fonctionne en réalité. Alors, pour vous la faire courte, il y a deux choses qu'on n'avait pas complètement anticipées à la mise en place du système de quotas. Les quotas ont été décidés pour une première période en 2005, puis en 2008. En 2007 et 2008, on s'est mis d'accord sur les quotas pour 2008-2012. Il ne vous aura pas échappé qu'en 2008-2009, il s'est passé un petit événement en Europe et dans le reste du monde, on appelle ça crise économique et financière. Bon. Très peu d'impact, n'est-ce pas? Peut-être un petit impact. La crise, ça réduit les émissions de façon incontrôlée, ou disons non voulue, parce que ça réduit la production. Moins de production égale moins de gaz à effet de serre. Si vous avez déjà fixé les quotas, mais que vous avez moins d'émissions, eh bien forcément, le prix va chuter. Il va y avoir moins de demandes pour des quotas que d'offres. Donc le prix va chuter. Et si vous êtes un industriel soumis à quotas, vous allez voir le prix tomber. Et vous allez dire, attendez, avec un prix qui tombe, pourquoi est-ce que moi j'investirais dans des industries, dans des technologies bas carbone? Je ne vais pas le faire. Donc première chose qu'on n'avait pas complètement anticipée, qui peut être rattrapée si on donne une visibilité sur le long terme aux acteurs industriels en leur disant, attendez, vous avez trop de quotas aujourd'hui, mais demain, vous devrez de toute façon réduire vos émissions. Deuxième chose qu'on n'avait pas complètement anticipée, c'est la cohérence et l'articulation entre les différentes politiques. On a mis en place un système de quotas qui couvre à peu près 50% des émissions européennes. 50%, c'est quand même énorme, mais ce n'est pas 100%. Et par ailleurs, les politiques énergétiques sont en Europe très largement dans la main des États. Et les États européens ont mis en place un certain nombre d'instruments visant à promouvoir notamment les énergies renouvelables. Si on a promu les énergies renouvelables, c'est super. Alors on a mis en place des subventions pour les énergies renouvelables. C'est super, on a vu les énergies renouvelables décoller. Petit inconvénient qui n'en est pas vraiment un, c'est que les énergies renouvelables, ça réduit les émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas un inconvénient, hein. Quand je dis c'est un inconvénient, je rigole. Ce n'est pas du tout un inconvénient, c'est super. Sauf que quand vous avez fixé pour le secteur électrique des quotas et que par ailleurs vous mettez en place de la production d'électricité verte qui réduit le besoin en quotas, ça fait également chuter le prix du CO2. Donc là, c'est un petit problème de coordination des politiques. Soit il faut mettre des quotas, soit il faut mettre des subventions, soit il faut un petit peu articuler les deux. On a mis en place les deux sans vraiment penser à l'articulation sur le long terme. Encore une fois, ce n'est pas tellement un problème à court terme, c'est plus un problème d'articulation sur le long terme. Il faut penser cette articulation dès le début. On ne le savait pas vraiment en 2008, maintenant on le sait, donc on n'a plus d'excuses pour ne pas faire en conséquence. Je vais peut-être m'arrêter sur la politique européenne pour l'instant, et s'il y a des questions, j'y reviendrai. Oui, on va y revenir. Avec peut-être un focus sur la France, Catherine. Focus sur la France. Bonjour. Excusez-moi, donc... Attendez, pardon. Parce que... Non. Ah, pardon. Excusez-moi. Qui contrôle le fait que les entreprises respectent les quotas qui leur sont donnés? Parce que c'est une question aussi, on a beau pouvoir les acheter, mais qui va contrôler? Alors, la question, c'est qui contrôle l'allocation ou qui contrôle le respect? Alors, ce sont des auditeurs, un petit peu comme les auditeurs financiers, sauf qu'au lieu de travailler avec des euros, ils travaillent avec des tonnes de CO2. Alors, dans une vie antérieure, j'ai été auditeur dans un cabinet d'audit et je vérifiais des tonnes de CO2.
Les auditeurs sont accrédités par les pouvoirs publics. Et donc, soit ils font les choses bien, ils continuent à opérer, soit ils font les choses pas bien. S'ils se font pincer, ça peut mal se passer pour eux. Voilà. À vous, Catherine. Pardon. Ils sont rémunérés uniquement par les pouvoirs publics et pas par les entreprises. Non, ils sont accrédités par les pouvoirs publics, mais ils sont rémunérés par les entreprises qui les font intervenir. Mais pour avoir travaillé dans un tel cabinet d'audit, il y a un enjeu de court terme qui est combien d'argent on reçoit du client, et il y a un enjeu de long terme qui est la capacité à opérer. Quand on n'est plus accrédité, le nombre de clients qu'on a, c'est 0. Merci. Donc, avant de vous parler du cas spécifique de la France, donc juste une petite remarque, c'est que finalement les économistes sont pas d'accord sur grand-chose, mais il y a une chose sur laquelle ils sont d'accord, c'est le fait qu'il faut absolument donner un prix au carbone. Ça, c'est vraiment on sait ça depuis 1920, la théorie est absolument bétonnée là-dessus, je pense que tous les économistes vous diront ça. Et il y a vraiment un grand contraste entre le fait qu'on est tous d'accord sur cette solution théorique et qu'elle s'avère extraordinairement difficile à mettre en place concrètement. Donc on le voit au niveau mondial avec Kyoto, avec les développements, avec ce qui va se passer cette année à Paris. Au niveau mondial, c'est extrêmement difficile. Au niveau européen, on a réussi à mettre en place le marché dont vient de parler Benoît, uniquement parce que l'unanimité n'était pas nécessaire, uniquement parce qu'il suffisait une majorité. Donc il y a des gros problèmes d'acceptabilité de la mise en place de ces instruments, gros problèmes concrets. Deuxième observation, donc les économistes jugent aussi à peu près unanimement que les normes ou les standards sont inférieurs au point de vue de leur efficacité au prix du carbone, et en revanche les politiques adorent les normes et les standards, et les populations acceptent beaucoup mieux les normes et les standards que les taxes ou les marchés de permis. Donc si on met un standard par exemple ou une norme sur les émissions de CO2 des nouveaux modèles de voitures qui sortent, ça passe très, très facilement. En revanche, si on veut mettre une taxe sur le CO2, ça passe pas. Alors pourquoi ? En fait, malheureusement, je crois que c'est un peu une question de myopie, c'est-à-dire que les normes, les coûts associés aux normes sont cachés. On ne dit pas, voilà, la norme sur les émissions automobiles, ça va coûter tant. Ça, on ne le sait pas. D'accord ? C'est pareil, par exemple, pour la rénovation thermique des bâtiments. Les lois sur la rénovation thermique du bâtiment passent sans aucun problème. Personne, enfin, si les gens sont capables de le dire, mais personne dans la population ne sait ce que ça va coûter réellement, ces normes. Et est-ce que ça n'aurait pas été finalement beaucoup moins coûteux de faire la même chose, mais avec un prix du CO2 ? Voilà, donc c'est une remarque préliminaire. Pardon, je vous coupe pour être concret. L'exemple des camions en Bretagne, c'est exactement pour illustrer ce que vous dites. C'est-à-dire que si on avait dit les camions ne doivent pas polluer, un moteur de camion, ça ne doit pas produire plus de temps, à ce moment-là, les camions, ils valent un peu plus cher, mais tout le monde a le même camion. Tandis que si on dit, ah ben non, si vous passez par la Bretagne, vous êtes taxé de temps, là évidemment, ça soulève tous les bonnets rouges de l'ouest de la France. Donc, vous voyez, c'est pour illustrer que c'est effectivement, les gens préfèrent les coûts cachés aux coûts réels. C'est un peu la même chose quand vous achetez de la musique, vous préférez payer de l'abonnement très cher et télécharger gratuitement de la musique plutôt que l'inverse. Exactement pareil. Pardon, voilà. Voilà, donc c'était une remarque préliminaire. Alors, compte tenu de cette complexité, qu'est-ce qu'on a fait en France ? C'est ça que je veux, c'est là-dessus que je veux venir. Donc, en fait, il y a eu beaucoup d'épisodes. Ça fait 25 ans qu'on essaye de mettre en place une taxe carbone en France et en Europe. Donc, 25 ans, vous n'étiez pas nés. Vous voyez un peu le temps que ça met ces choses-là à être mises en place. Donc, la communauté européenne, la Commission européenne a commencé à vouloir mettre en place une taxe prélèvement carbone en 1990, donc 25 ans. Ça a été un échec. Le gouvernement Jospin, en 2000, est revenu là-dessus. Il a voulu introduire, étendre ce qu'on appelle la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, l'étendre aux émissions, aux consommations intermédiaires de carbone. Échec. Le Conseil constitutionnel a déclaré cette loi inconstitutionnelle. Donc, nouvel échec. Ensuite, le marché européen a été mis en place, donc ça a été fait, mais ce marché ne concerne pas le transport ni le logement, donc ça concerne l'industrie. Et la taxe carbone semblait appropriée pour réguler les émissions de CO2 du transport et du logement, qui sont très importantes, une grande part.
Donc, en 2009, 2012, je ne sais plus. Attendez, je vais vous dire ça précisément. Donc, on a essayé de nouveau, donc le président Sarkozy cette fois-ci a essayé de remettre en place une taxe carbone qui a de nouveau été censurée par le Conseil constitutionnel. Oui, donc c'était bien 2009, voilà. Sous prétexte, enfin, au motif qu'elle ne couvrait pas l'ensemble en fait des émissions, bien sûr, puisque la moitié des émissions étaient couvertes par le marché européen, donc il y avait un petit peu un problème de motivation là. Et enfin, donc ça a de nouveau été retoqué. Et enfin, donc le dernier épisode en date, ça a été 2012, et là, une taxe carbone a été introduite dans la fiscalité française. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est passée totalement inaperçue, en fait. Je suis absolument persuadée que les 9/10 d'entre vous pensent qu'il n'y a pas de taxe carbone en France. C'est complètement faux. Elle a été donc introduite en 2012. Donc, il a été créé ce qui s'appelle un comité pour la fiscalité écologique, qui était présidé par Christian Depertuis, donc professeur à Dauphine, qui a fait une proposition qui était assez maligne en fait, qui était assez maligne parce qu'elle consistait à introduire une taxe carbone minuscule, qui est totalement donc passée inaperçue, mais dont on prévoyait la progression au cours du temps. Donc cette taxe carbone a été inscrite au projet de loi de finances pour 2014, elle était à 7 € la tonne de CO2, donc très petit. Et l'astuce de Christian Depertuis, ça a été de dire qu'on baissait du même montant, en fait, la taxe intérieure de la consommation sur les produits pétroliers, de sorte que cette taxe carbone soit 1 $ la première année. D'accord? Mais ça, c'était que pour la première année, que pour 2014. Donc, personne n'a rien dit. Cette taxe a été introduite. Même pas le Conseil constitutionnel. Même pas le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'a rien dit. Donc, cette année, en 2015... cette taxe a été augmentée de 7,5 €, donc elle est actuellement à 14,5 € par tonne de CO2, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui commence à ne pas être négligeable, hein, puisque la proposition Sarkozy était à 17 €, donc vous voyez qu'on est tout à fait comparable, et c'est plus que le prix du marché sur le marché des quotas européens. Donc on est à 14,5 €, et si personne ne dit le contraire, l'année prochaine, en 2016, elle va être portée à 22 €. Le problème, le malheur, c'est que on ne sait pas ce qui va se passer ensuite, c'est-à-dire que la progression n'est pas prévue pour après. Donc on sait que, sauf loi contraire, disons, on sait que l'année prochaine, ce sera 22 € la tonne de CO2, principalement pour l'énergie et le logement, mais la progression future n'est pas prévue. Voilà, donc je pense qu'en fait, bien que ce soit, comme je l'ai dit, passé inaperçu, c'est un très grand progrès. Et si donc le gouvernement continue à faire augmenter cette taxe carbone telle que ça avait été prévu par le Comité pour la fiscalité écologique, ça peut devenir un instrument extrêmement efficace. Je veux juste dire un dernier point qui, à mon avis, est vraiment central, c'est que, comme vous le savez, maintenant, le prix du pétrole est très bas. On est à 50 $ alors qu'on était à 100 $ le baril en 2008. Et je trouve que c'est un moment extraordinairement favorable pour mettre en place, pour continuer à augmenter la taxe carbone, évidemment. Parce que c'est un moment donc, dans lequel les gens payent le pétrole pas cher. Donc pour eux, ça ne va pas être très douloureux de faire augmenter maintenant la taxe carbone. Et c'est beaucoup mieux d'avoir un prix à la consommation du pétrole élevé avec l'argent qui va dans les caisses de l'État français, plutôt que d'avoir un prix à la consommation élevé avec l'argent qui va dans les caisses de l'OPEP. C'est évident. Donc voilà, c'était une remarque finale d'opportunité, disons. Merci beaucoup. Alors, avec Pierre-André Jouvet, on va aborder les autres pays, ceux qui n'ont pas fait partie, je donne la parole tout de suite, ceux qui n'ont pas fait partie de la première fournée de Kyoto, donc les pays hors annexe 2, pour jargonner, donc les pays en voie de développement. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Mais avant de vous passer la parole, il y avait une question.
Oui, j'aurais une question à propos des entreprises françaises. Du coup, elles doivent payer la taxe qui leur est induite par le gouvernement français et ne plus payer la taxe européenne? Non, la taxe, donc l'assiette carbone telle qu'elle est introduite maintenant, c'est les ménages en fait, c'est le logement et les transports. Les entreprises, et c'est un point très important ce que vous dites, les entreprises, donc les grosses entreprises sont assujetties au système européen. Le problème crucial sur lequel on ne sait rien en fait, on n'est pas capable vraiment de répondre à ce problème correctement, les économistes, hein, c'est qu'on se retrouve avec deux prix du carbone, un prix payé par les ménages, un prix payé par les entreprises. Il est évident qu'il faudrait que ces prix soient harmonisés quelque part. On ne peut pas faire en sorte que les entreprises payent 5 € et les ménages 22, c'est absurde. Mais on ne sait pas concrètement bien en fait comment réaliser cette harmonisation. Il y a beaucoup de questions qui se posent à propos de ça. Est-ce que les entreprises polluent plus qu'un ménage simple? C'est à la tonne de carbone, hein. Il y a plus de ménages que d'entreprises. Donc, Il faut quand même résoudre. Les mêmes moyens aussi derrière, mais... Vous vouliez répondre? Non? Non, pas tout de suite? Si? Allez-y, allez-y. Alors effectivement, les ménages et les entreprises ne sont pas des agents économiques complètement équivalents. Mais in fine, les pollueurs, si je peux me permettre de lancer une petite pique, les pollueurs, ce ne sont pas tellement les industries. Les industries, pareil, ne polluent pas pour le plaisir de polluer, elles polluent pour répondre à une demande qui est celle exprimée par leurs consommateurs. Et les consommateurs, en général, c'est aussi les ménages, et qui sont aussi les contribuables, etc. Mais voilà, donc ça, faut jamais l'oublier. C'est pas consommateur versus, enfin, c'est pas ménage versus entreprise. C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est simplement pour dire, les horizons d'investissement ne sont pas non plus les mêmes. Une centrale électrique, on investit pour 50 ans. Une voiture, on investit pour 5 à 10 ans. Donc là, ça veut dire aussi que les trajectoires sont pas forcément, les trajectoires de prix du carbone ne sont pas forcément les mêmes là-dessus. Alors, les pays en voie de développement, comme on disait, c'était aujourd'hui les pays émergents. Oui, merci. Désolé pour le retard. Je vais juste revenir sur un point. Effectivement, les économistes sont d'accord pour introduire un signal prix en fait, dans l'économie. L'idée, et vous allez voir le lien avec les pays émergents, c'est que si on met un signal prix sur un bien, pendant je prends ces deux stylos-là, mettons qu'il y en a un qui est du carbone, un qui n'est pas de carbone. Et je taxe le carbone. Ça veut juste dire qu'il y en a un des deux qui sera plus cher que l'autre. Et quand vous allez prendre votre décision, nous, ce qu'on croit en tant qu'économiste, c'est que vous achèterez le moins cher des deux. D'accord ? Donc l'idée d'un signal prix, c'est bien d'augmenter le coût pour intégrer l'externalité environnementale qui est incluse dans le bien. Ça, c'est la première partie du problème. La deuxième partie du problème, une fois que j'ai une taxe, il y a la question de savoir qu'est-ce que j'en fais. Et il y a une chose qui avait mal été comprise au moment de la tentative Rocard sur une taxe carbone en France, c'était, en gros, on va mettre une taxe carbone et puis on fait un chèque équivalent à ce que vous avez payé. Et là, il y avait du mal à comprendre la logique de la chose. En fait, c'est la différence entre le choix que vous allez faire entre deux biens avec des prix différents versus l'argent que je vous donne en plus. C'est-à-dire, si vous payez 100 € de taxes et que je vous redonne 100 € de taxes, entre mes deux stylos, un plus cher et un moins cher, vous allez forcément aller acheter le moins cher. Et donc, les 100 € de taxes ne changent pas votre arbitrage ou votre choix entre ces deux biens. Et on voit bien que ce qui se passe, c'est le problème de la tarification du carbone et le problème de la redistribution de l'argent lié à cette tarification. Et quand vous allez dans les conférences internationales, et notamment vous parlez avec les pays émergents, on parle beaucoup moins du climat que du problème de la redistribution et de l'argent nécessaire pour prendre en compte le climat. Je vous donne juste une illustration, mais Roger Guénéry en a parlé. Si on met à 25 € la tonne de CO2 dans le monde, ça génère 250 milliards de dollars de flux financiers dans le monde. Les États-Unis sont supposés payer 115 milliards, l'Inde est supposée recevoir 135 milliards. Vous proposez ça à l'Inde, elle est tout à fait d'accord. Pas de souci. On reçoit 135 milliards de dollars par an, à mon avis, ils signent. Les États-Unis, beaucoup moins. Et un des problèmes, quand on a mis en place Kyoto, c'est qu'effectivement, on a défini les membres de l'annexe 1, autrement dit, si on le fait vite, les pays du Nord ou les pays riches, et puis le reste du monde, qui est annexe 2. Ce qui fait que, et ça c'était au nom d'un principe
qui est ce qu'on appelle la responsabilité commune mais différenciée. Autrement dit, on est tous responsables des émissions carbone, mais il y en a quand même qui ont une responsabilité historique beaucoup plus forte, et ça, c'est tous les pays du Nord et les pays développés. Et alors, sur cette lecture-là de la responsabilité commune mais différenciée, ça a amené quoi? Ça a amené à ce que le reste du monde ne se préoccupe absolument pas du CO2. Et quand je dis se préoccupe pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis en place des possibilités de mesure, de report et de vérification de leurs émissions. Autrement dit, ils ne sont même pas rentrés, enfin, ils sont pas rentrés dans le système commun de c'est quoi une tonne de carbone? Comment je la mesure? Qu'est-ce qu'elle me coûte à mon économie? D'où elle vient? Comment je peux essayer de la limiter? Et quand on parle du marché idéal avec le planificateur qui met des quotas par tête, et donc il va sortir un prix de ces quotas-là, faut-il encore que tout le monde ait la même définition de ce que c'est une tonne de carbone? Autrement dit, que tout le monde puisse mesurer si effectivement il a émis cette tonne ou il n'a pas émis cette tonne. Ce qu'on appelle le principe, alors je vais dire des gros mots en anglais, mais c'est Monitoring, Report and Verification. C'est ce qu'on appelle les MRV. Les MRV, c'est pas très sexy, hein. C'est une méthodologie pour mesurer les émissions carbone de chaque industrie ou chaque installation, et qui est commune dans tous les pays de l'annexe 1, mais qui n'a pas été développée dans l'annexe 2. Et donc, si je reviens à mon problème de redistribution, il y a un engagement qui a été pris à Copenhague, c'est de la part des pays du Nord pour les pays du Sud, c'est de donner 100 milliards de dollars, 100 milliards de dollars par an aux pays du Sud. C'est-à-dire, on s'engage sur un fonds vert de transfert de 100 milliards du Nord vers le Sud. Alors, le seul problème, c'est qu'on n'a pas le début, je vais être un peu méchant, mais le début du premier dollar sur le transfert. En fait, on en a un peu plus que le début du premier dollar, mais on n'en a vraiment pas beaucoup. Et ce qui va se jouer, à mon avis, à la COP 2015, c'est comment on fait rentrer les pays émergents ou les pays en voie de développement dans cet accord global. Et le premier point pour les faire rentrer, c'est au moins d'abord d'honorer une promesse qui a été faite, ça a été signé à Copenhague, ils ont dit 100 milliards par an, pas de problème, on signe. Donc c'est au moins honorer ces 100 milliards-là, et c'est de les faire rentrer dans le jeu du carbone, le jeu du marché carbone, autrement dit, qu'ils soient capables de mesurer leur émission carbone. Il se trouve que mesurer les émissions carbone, ça coûte assez cher. Il faut compter 3 ou 4 milliards pour les pays du Sud, pour leur financer une méthodologie, envoyer des experts accrédités pour faire ces mesures-là. Et ce que je pense, c'est qu'on ne rentrera pas dans un accord global intégrant ces pays-là si on n'a pas une solution pour répondre à cet engagement de financement de 100 milliards. Alors une des possibilités, c'est de financer ces 100 milliards-là, en tout cas si on y croit, sur la base éventuellement d'une tarification carbone. Vous voyez que l'accord idéal qui est proposé avec une répartition par tête des quotas fait des flux financiers énormes. Je vous ai dit, 25 $ la tonne, c'est 250 milliards de dollars. Les fourchettes, pour être aux 2 degrés, alors c'est vraiment des fourchettes, vous allez voir, c'est sympa. Quand on fait des évaluations, c'est entre 50 $ et 140 $ la tonne. Donc vous voyez le montant des flux financiers nord-sud. Et donc, une idée, c'est de dire, mettons-nous au moins d'accord sur le financement des 100 milliards, et avec ce financement-là, finançons les MRV. Les pays du Sud sont a priori d'accord pour ça, puisqu'ils retouchent de l'argent à ce titre. Reste encore à convaincre les pays du Nord de tenir leur promesse des 100 milliards. D'où l'idée d'une taxe sur la transaction financière, mais qui renvoie à autre chose. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions de la salle? Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions par iPad, sinon il y a une question. Savoir quels sont les instruments économiques au service de la transition climatique? C'est ce dont on vient de parler, au service de la transition climatique. C'est ce dont on vient de parler, c'est-à-dire les taxes ou bien les quotas. Voilà, les subventions. Pardon, de la COP 21, du prochain sommet qui aura lieu à Paris, pour savoir quels sont les... On a déjà eu un peu des pistes évoquées, mais... Allez-y, mais dites un mot sur les instruments et répondez à la question sur qu'est-ce qui va se passer à Paris alors. Oula, merci pour... non, simplement,
sur cette question des instruments, je pense que c'est important de garder en mémoire qu'on veut faire en fait plusieurs choses en même temps. Il y a d'une part, on veut agir directement sur la consommation des gens, le fait que les gens prennent moins leur voiture, qu'ils achètent le stylo dans lequel il y a moins de carbone incorporé par rapport au stylo qui a plus de carbone incorporé. Ça, c'est un premier niveau. Il y a un deuxième niveau, et Benoît l'a beaucoup dit, c'est on veut aussi agir sur les investissements. Donc on veut faire en sorte que Monsieur EDF, le jour où il construit une nouvelle centrale, il ait plus de chances de prendre, il construise plutôt une centrale renouvelable qu'une centrale au charbon ou une centrale au gaz. Pareil pour Monsieur E.ON en Allemagne, etc. Mais c'est un autre niveau, c'est une autre nature. C'est pas la même personne qui prend la décision, et c'est une autre nature de. Là déjà, on a des enjeux de beaucoup plus long terme, comme Benoît l'a dit. Et donc on a un troisième niveau ensuite qui est les changements de technologie. Alors là en sol c'est pareil, on veut convaincre Monsieur Airbus de lancer des programmes pour que dans 10 ans le prochain A300, le successeur de l'A320, il soit extrêmement économe en carburant. Donc là, c'est toujours des industriels et des États à des niveaux encore de décision encore supérieurs qui prennent des orientations de très long terme sur lesquelles on va essayer aussi de peser. Et puis le dernier point, on veut changer des structures. Donc c'est les villes dont je parlais tout à l'heure, où là, alors, il faut convaincre, il faut influencer des politiques qui sont en fait des politiques d'aménagement, des politiques fiscales, des politiques de transport, etc. sur le très long terme qui déterminent ma forme des villes et donc mes capacités à réduire mes émissions. Et donc pour ces différents niveaux, alors clairement un prix du carbone est absolument nécessaire. En revanche, il n'est pas forcément suffisant. Pour atteindre, et d'autant plus qu'on va vers les niveaux les plus complexes. Déjà, si vous voulez financer l'investissement, c'est bien d'avoir un prix du carbone, mais il faut aussi que, si l'investissement propre il est plus cher, il faut aussi que vous ayez les financements. Donc ça veut dire que peut-être, si votre secteur bancaire marche bien, vous avez l'argent, vous êtes capable d'emprunter plus pour financer votre investissement au départ, très bien. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il faut aussi une politique complémentaire vis-à-vis de l'investissement. Pareil pour les changements de structure. Alors là, si j'arrive vraiment à mes niveaux de ville, les aménagements des villes, les politiques d'aménagement, elles se font. Enfin, le prix du carbone n'est pas forcément quelque chose, n'est pas forcément le seul instrument, le seul signal que les gens écoutent lorsqu'ils font de la planification urbaine. Donc il y a peut-être là encore besoin d'éléments complémentaires pour venir influer sur ces politiques. Donc je pense que il faut garder à l'esprit ces différents niveaux et le fait que, pour répondre à la question sur les instruments, en particulier, plus on va vers les niveaux les plus complexes, plus on a besoin de compléter un signal prix nécessaire, bien entendu, par des politiques de plus. Et c'est tout l'enjeu, et je termine par COP21, du contenu finalement, de comment les États, donc à COP21, les États vont proposer des politiques, des politiques. Donc là, tous les pays vont se retrouver et donc chacun va devoir proposer, moi je vais réduire de temps mes émissions. Alors on va faire le calcul pour savoir si ça suffit à la fin en bas. Si ça suffit pas, faudra imposer un peu plus à chacun, quoi. Voilà, ce sera ça et est-ce qu'on arrivera à un accord sur c'est bien ça l'enjeu, quoi. Voilà. Alors le seul point là-dessus, c'est ce qui va compter, c'est pas seulement encore une fois l'objectif, mais comment est-ce qu'on va le faire et la nature des politiques qui seront mises en œuvre dans chacun des États. Pour moi, c'est vraiment un point extrêmement important dans le succès ou l'échec de la COP, au-delà des niveaux d'engagement. Juste pour compléter, c'est aussi la crédibilité des accords qui sont pris. C'est la capacité de mesurer cet accord. Ceci dit, juste une remarque, c'est que si les contributions volontaires, parce qu'en fait c'est ça, de chaque État, sont suffisantes pour atteindre l'objectif, franchement, on peut gagner du temps en 2015. Il n'y a pas besoin d'accord. Alors, il y avait une question dans la salle, mademoiselle, oui. Oui, bonjour. Anna Berz, étudiante... Parlez dans le micro, voilà. Oui, voilà, pardon. Anna Berz, donc étudiante en droit de l'environnement. Je m'adresse éventuellement à Madame Schubert ou à Monsieur Le Guem et à tout autre intervenant qui voudrait y répondre. Est-ce qu'en France, on ne manque pas éventuellement d'ambition dans cette logique de diminution des gaz à effet de serre, sachant qu'on privilégie le nucléaire, puisque notre mix énergétique est en grande partie fondé sur le nucléaire. Or, il induit des coûts cachés. Tout à l'heure, Madame Schubert, vous parliez de la préférence qu'on peut avoir pour les coûts cachés. Et bien finalement, le nucléaire en a, les catastrophes potentielles, mais aussi le démantèlement des anciennes centrales, ou même la surveillance. Depuis Fukushima, c'est devenu
des prix qui ont augmenté. Donc c'est peut-être une question franco-française, mais que je voulais poser. C'est une question, pour dire les choses simplement, il arrive que des écologistes deviennent pro-nucléaires, quand même, c'est quand même rare, mais enfin ça arrive, uniquement sur l'argument climatique, parce que le nucléaire, évidemment, n'émet pas de gaz à effet de serre. D'accord? Donc vous avez deux énormes problèmes, le problème climatique et puis le risque nucléaire, ces deux énormes problèmes. Le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre, donc évidemment, d'accord. Et puis le changement climatique, lui, ne provoque pas d'explosion nucléaire. Enfin bon, donc vous avez deux choix. Vous avez un choix qui est soit de faire de l'énergie complètement décarbonée, soit de faire de l'énergie carbonée. Vous avez deux risques, le risque climatique et le risque nucléaire, mais c'est pas la même chose. Enfin, vous voyez, c'est antagoniste. Donc votre argument. Pour dire les choses plus clairement, en France, le fait qu'on ait fait le choix d'avoir de l'énergie nucléaire, ça a un bonus actuellement, un sous-produit favorable, qui est qu'on émet très peu de gaz à effet de serre par rapport à nos voisins européens. Mais il y a le risque nucléaire qui est là, qui est différent du risque climatique. Voilà. Moi, juste un contrepoint. J'étais le président du groupe 6 du Grenelle de l'environnement qui a fait la proposition de ce qui est devenu la taxe carbone. On l'avait appelé la contribution climat-énergie à l'époque. Et l'objectif de cette contorsion sémantique était de mettre d'accord d'un côté les écologistes qui étaient pour le nucléaire et les écologistes qui étaient contre le nucléaire. On avait trouvé ça, c'est devenu la taxe carbone. Maintenant, la taxe carbone a été mise en place, j'en suis réjoui. Alors maintenant, je pense que sur le problème du nucléaire, il faudrait pouvoir en débattre, mais il faut être sérieux. Si on veut en débattre, il faut y passer 1 heure. Oui. La question de savoir... moi j'ai une question que je pose souvent aux gens, c'est le risque climatique, c'est combien de Fukushima en point de vue risque, valeur, etc. Ça, c'est une question qui est à l'arrière-plan du débat sur le nucléaire, qui touche à beaucoup de points. Moi, j'ai beaucoup discuté avec les Chinois, les Anglais, etc. Mais on en discute sérieusement et on n'a pas vraiment le temps de le faire ici. Non, puis c'est un autre débat, parce que c'est le problème du nucléaire qui a des coûts cachés. En effet, d'abord, ça coûte très cher, en fait, à construire, puis ensuite, il y a des coûts de déchets et il y a des coûts de démantèlement. Qui sont pas réglés. Mais que ce soit clair, le gaz, les centrales nucléaires n'émettent pas de gaz à effet de serre. Il faut que ce soit totalement clair. Et les Allemands qui ont arrêté en partie le nucléaire se sont mis à reproduire beaucoup de gaz à effet de serre à cause du fait qu'ils ont remis en route ou même construit des centrales à charbon. Donc voilà. Par contre, le nucléaire pose problème, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui du tout. Alors, moi j'avais une question, c'est... Oui, allez-y. Non, c'est par défaut de... Je suis désolé, je vais être un petit peu maladroit, mais juste sur le nucléaire, ajouter aussi effectivement, non plus parler du coût des déchets, de l'enfouissement des déchets, mais l'impact que ça a à très très long terme. Et donc on n'a pas seulement le risque du dérèglement climatique, le risque de l'enfouissement des déchets nucléaires est très très problématique. Donc on ne peut pas laisser ça de côté, même si c'est un hors-sujet pour ce jour-là. Alors ce que je voulais dire surtout, c'est comment éviter, par ce jeu d'échange sur une unité de mesure, on va dire unique, même si c'est un équivalent de CO2 et que ce n'est pas que du CO2 qui est mesuré. On peut impliquer, je pense que c'est inclus le méthane et les différents facteurs. Comment éviter la spéculation boursière aussi? Il y a ça, je vais finir tout de suite. Aussi, pareil, on mesure tout à partir de CO2 ou méthane, des gaz à effet de serre, etc. Mais on ne parle pas assez de nature, on n'en parle pas du tout d'ailleurs. On ne parle pas de biodiversité. Donc c'est inclus dans le mot, de la diversité. Et je vais finir sur un simple exemple. Faire pousser une forêt, on va dire dans l'idéal en Afrique, n'est pas équivalent à garder la forêt amazonienne et toute sa richesse. Et on voit que, enfin on est tous impliqués là-dedans, quand on mange notre steak, on déforeste la forêt amazonienne. Et ça a un coût en plus d'importation du pétrole, etc.
L'agriculture. Quelle est votre question? Parce qu'il ne faut pas tout mélanger, parce que Alors, sinon on n'arrive à résoudre aucun des problèmes si on Oui, mélange ça tout. c'était juste mes idées, voilà, je fonctionne comme ça, mais comment éviter tout simplement la question la plus importante, la spéculation boursière? Alors, messieurs les économistes, madame, est-ce que c'est si affreux la spéculation boursière? Il s'agit-il de la spéculation boursière sur le marché des quotas d'émissions qui serait mis en place? C'est ça la question. La spéculation boursière en général. Il y a évidemment des tonnes de problèmes différents. Même sur la déforestation de la forêt amazonienne, c'est vraiment tout à fait catastrophique du point de vue des problèmes climatiques, simplement. Hein. Mais ça a d'autres dimensions, bien entendu. La biodiversité, c'est une autre dimension de la... Non, la question c'était la spéculation sur le prix du carbone ou sur les quotas. Comment on peut la réguler? Parce que vous aviez évoqué ça, Roger Gonnery, au début de votre intervention. Ou bien faut-il s'en soucier d'ailleurs? Est-ce que c'est si grave? Moi, j'ai une question en réponse à la question, c'est quel est l'impact de la spéculation? En supposant qu'il y en a, pourquoi c'est bon ou pas bon? Simplement pour préciser. Ok. C'est qu'en fait, la spéculation, elle prévoit à l'avance, elle envisage, elle fait des pronostics sur qu'est-ce qui va advenir si on met tant d'argent ici ou là, etc. C'est des pronostics. On ne parle plus sur ce qu'il se passe réellement. Et donc, il y a des gens qui pronostiquent certaines choses et qui vont influer le marché. Là, on parle d'échanges trucs CO2, quoi. C'est des pronostics. Et donc, tout est permis quand on sait jouer avec les chiffres. Alors déjà, un marché, alors pour reprendre cette expression, un marché par définition, c'est une anticipation des acteurs. On n'est pas certain que d'avoir raison ou tort, on fait des paris. C'est la définition d'un marché. Mais ce que j'essaie de bien comprendre, c'est quel est l'impact négatif. Si des acteurs font un pari sur le fait que le prix du CO2 va monter dans le futur, normalement, ils vont acheter des quotas de CO2, donc ça va faire monter le prix du CO2. J'aurais tendance à dire, c'est super. Si le prix du quota monte, c'est super parce que ça favorise les investissements qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, je le dis de façon un peu provocante, mais pour moi, la spéculation, entre guillemets, n'est pas un problème. Après, il y a des questions de fraude, mais ça, c'est autre chose. Non, moi, sur les vertus de la spéculation, j'ai des sentiments beaucoup plus mitigés. Le problème des économies de marché dans lesquelles on vit, et dans lesquelles on va continuer à vivre pendant un certain temps, c'est que ce que l'on fait aujourd'hui dépend de l'idée de ce qui va se passer demain, et que c'est les anticipations qui gouvernent le monde. Il se trouve, alors est-ce que la spéculation, par exemple, est stabilisante ou déstabilisante? Je passe toujours 2 heures à mes étudiants à donner des modèles dans lesquels on montre en quel sens ça peut être stabilisant, en quel sens ça peut être déstabilisant. C'est un vrai problème, c'est un problème pas du tout maîtrisé, mais il n'est pas spécifique au problème de marché de droits de carbone. Voilà. Cela dit, sur la question des anticipations, encore une fois, le marché du carbone n'est pas un marché. Le marché du pétrole, c'est un marché. Il y a des gens qui manipulent, entre guillemets, l'offre et la demande. Quand je dis manipule, ce n'est pas forcément avec des mauvaises intentions, mais il y a des acteurs. Le marché du CO2, entre guillemets, l'offre est déterminée par les pouvoirs publics. Point barre. Donc spéculer sur une politique publique, moi je veux bien, il y a peut-être des gens qui l'ont fait dans le passé. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que ça soit de bonne loi. Oui, enfin, juste un mot sur la spéculation. C'est vrai qu'en économie, en fait, on peut avoir 2 visions de la spéculation. Elle peut être déstabilisatrice, d'accord, et c'est un élément aussi de stabilisation. C'est-à-dire que si une entreprise prend des décisions qui sont complètement absurdes et que le marché considère globalement que c'est absurde, il va rééquilibrer. Donc il y a vraiment les deux côtés, mais pour le coup, c'est un problème en tant que tel. Par contre, ça relève, pour moi, d'une question qui est peut-être plus en amont, qui est le problème de la gouvernance de ce marché-là. Et un des problèmes qu'on a sur le marché européen, c'est typiquement la gouvernance de ce marché-là. Et donc si on pense à élargir ce marché-là à quelque chose de beaucoup plus large, là on risque d'avoir des vraies difficultés en termes de gouvernance et de capacité à réagir pour les pouvoirs publics sur l'ajustement justement de leur plafond. Alors il nous reste 10 minutes. Moi j'avais une question sur la Chine et sur Paris. Sur qu'est-ce qui va se... Non? Vous vouliez poser une question? Je reviendrai sur la Chine après. Donc je comptais en fait rebondir sur ce que Madame Schubert avait énoncé tout à l'heure lorsqu'elle avait parlé d'une harmonisation au niveau des taxes carbone par rapport aux entreprises et aux ménages. Donc je me demandais justement si cette harmonisation n'était pas un peu compliquée dans la mesure où
les taxes infligées aux ménages sont fixées par la loi, justement, alors que celles aux entreprises sont fixées par un marché, on peut dire. Et donc, je comptais aussi demander si le fait que les taxes sur les entreprises soient fixées par un marché n'était pas justement pas bénéfique, dans la mesure où on peut dire que si elles étaient plus élevées, cela, on va dire, dissuaderait les entreprises de polluer, alors qu'elles peuvent énormément baisser, comme on l'a pu le constater durant la crise de 2008. Donc, est-ce qu'il ne serait pas plus rationnel, on va dire, de fixer les taxes carbone par rapport aux entreprises par la loi? Moi, je suis assez favorable, effectivement, à la taxe carbone par rapport au marché. Mais il faut voir que le marché européen, maintenant, il est mis en place. On l'a, quoi. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de mettre, de liquider cette chose, quand même, qui a été, sur le plan de l'organisation de la mise en place, coûteuse, complexe, qui est quand même maintenant un actif de l'Europe? Est-ce que c'est une bonne idée de l'arrêter et de passer à la taxe pour tout le monde? Si je ne suis pas sûre. Sinon, évidemment, si tout le monde était soumis à la même taxe carbone, il n'y aurait pas ce problème d'harmonisation du prix. Parce que, comme vous l'avez très bien dit, la taxe est fixée par l'État et le prix est fixé par le marché. Le prix peut bouger beaucoup, ça peut être très volatile. La taxe, c'est fixe. Bon, l'État peut la réévaluer, mais l'État ne réévalue pas les taxes très très souvent, quoi. Donc, évidemment, vous avez tout à fait raison. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre à bas le marché? C'est une décision lourde, hein, difficile. Donc, je n'ai pas de réponse à cette question, en fait. Voilà. Peut-être que je me suis mal exprimé. Peut-être, je voulais plutôt dire que l'État, justement, choisisse une valeur, c'est-à-dire, par exemple, imposer une taxe minimale à, on va dire, 20 €, et donc c'est que le prix du carbone puisse varier autour d'une donnée que l'État aurait fixée en amont. C'est ce que font les Britanniques. Les Britanniques ont mis en place un prix plancher du CO2, mais qui ne concerne que le secteur électrique au Royaume-Uni. Donc ça permet de donner aux investisseurs une certitude sur le fait que s'ils investissent dans des technologies bas carbone, ils récupéreront au moins une partie du prix du carbone, et puis ensuite le prix du carbone peut fluctuer en fonction du marché. Ça, c'est un instrument hybride, c'est tout à fait, c'est très bien, et ça fonctionne pour l'instant uniquement au Royaume-Uni, ce qui pose des problèmes de coordination entre le Royaume-Uni et le reste de l'Union européenne, donc avec des transferts entre les différents agents, on ne va pas s'étendre dessus. Pierre-André Jouvet, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, non, c'était vraiment sur cette idée de prix plancher, parce que c'est une vraie discussion qu'il y a sur les marchés carbone. Il y a l'exemple effectivement du Royaume-Uni, il y a aussi l'exemple du marché entre le Québec et la Californie, où ils ont aussi mis un prix plancher, et ils mettent aux enchères les quotas, parce qu'ils ne vont pas sur des quotas gratuits, et sur la mise aux enchères, la valeur du quota est juste au-dessus du plancher. Donc ça veut dire qu'ils ne tapent pas forcément, c'est pas parce qu'on met un plancher qu'on va forcément être au minimum. Et donc ça, c'est une des discussions qu'on peut avoir. La contrepartie au Québec, c'est qu'ils ont mis aussi un plafond. Alors, est-ce qu'il reste une dernière question dans la salle? Non? Si, mademoiselle. Bonjour. Il me semble qu'on a un Parlez problème... dans le micro. Merci. Il me semble qu'on a un problème d'efficacité. On parle des crédits, on parle des taxes, même au niveau de l'accord de Kyoto, de l'accord de Copenhague, mais on n'avance pas beaucoup. Les taxes, il me semble que ça donne plus de pouvoir à ceux qui ont de l'argent, et au niveau des gaz à effet de serre, ça n'a pas trop diminué. Donc là, je me demande si... C'est dans quelle direction on va dans quelle direction? C'est ce dont on discutait tout ce matin. En effet, vous avez raison, ça n'a pas avancé beaucoup, donc on essaie de ranimer les différentes pistes possibles pour essayer de résoudre le problème. Mais allez-y, répondez. Non, moi je crois qu'on n'est pas pour l'instant sur la piste de réduire à 2 degrés. On en est très loin. Mais je suis en général qualifié de pessimiste. Et dans les débats que j'avais eus avec Nicolas Stern sur ce sujet... Nicolas Stern, c'est un économiste anglais qui a fait un grand rapport que vous connaissez peut-être, qui a été un peu
marquant pour le premier pas des économistes. Bah, il y en a eu d'autres avant, mais sur la scène un peu mondiale, voilà. Oui, d'accord. Bah, publicité gratuite, puisque vous le dites. J'ai écrit un livre avec lui qui s'appelle « Deux économistes face aux enjeux climatiques ». Et dans nos débats, il y a un petit peu la chose... Moi, j'exprime la nostalgie de la Grande Rivière et l'idée qu'il faut passer par la Grande Rivière si on n'y arrive pas. Et lui avait fini par me convaincre un moment, mais je ne reparle pas suffisamment souvent avec lui, que l'ensemble des petits ruisseaux, ça pourrait marcher. Alors, c'est de l'optimisme, mais je ne peux pas ne pas donner cette note d'optimisme, même si justement, j'ai du mal à la partager. Franck Lecoq, comment, voilà, est-ce que vous êtes, vous, optimiste sur ce qui va se passer à Paris? Ça me rejoint la question sur la Chine. Mais... oui, je pense qu'il y a on a changé de façon de faire. Peut-être qu'il faut être entre l'approche qu'il y a eu à Kyoto et qui était en fait l'approche qui présidait encore à la conférence de Copenhague de 2009, où l'idée c'était on va se trouver ce grand accord global. Finalement, c'est d'en haut, on va se donner un quota global, un niveau global d'émissions. On va ensuite se répartir entre pays. Et voilà la façon dont on va approcher le système. Kyoto, on l'a fait sur les pays développés. L'idée c'était Copenhague, on fera ça sur l'ensemble des pays du monde. Copenhague n'a pas réussi à aboutir à même s'il y a eu un certain nombre d'avancées à Copenhague, qui est souvent présenté comme un échec complet, ce qui n'est pas le cas, mais n'a pas réussi à aboutir à cette... Et on a changé à partir de 2010-2011, on a changé en disant, finalement, maintenant, il faut quand même qu'on regarde, on repart plus de la base, d'où cette idée, finalement, l'accord de Paris, en gros, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la somme des propositions faites, un petit peu articulées, des propositions faites par les différents pays. Alors c'est peu, comme l'a rappelé Roger Guenry. En même temps, ça a quand même un mérite qui est de remettre au centre une question qui n'était pas une question qui était peut-être pas assez présente auparavant, qui est l'articulation entre cette question climatique et les enjeux de développement, pays par pays. Comme on l'a dit depuis le début, c'est pas un problème marginal. Il s'agit pas juste, on va pas résoudre le problème juste en mettant un climatiseur ou en renforçant l'isolation d'un bâtiment. C'est un problème qui implique des changements assez fondamentaux quand on parle de réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour l'Europe de 80%, dans à la fois nos modes de consommation et nos modes de production. Ça, c'est pas quelque chose qui est purement un problème environnemental. C'est un problème de contenu des chemins de croissance, vraiment. Et ça, derrière, ça demande évidemment être articulé avec d'autres. Quand vous dites ça à un ministre des Finances, il a d'autres obligations. Il a un problème de réduire le chômage, il a un problème d'augmenter le niveau de vie, les conditions de vie, réduire la pauvreté, augmenter les niveaux d'éducation, etc. Question, comment est-ce qu'on arrive à articuler, dans quelle mesure, pays par pays, on arrive à trouver des chemins de développement dans lesquels on arrive un peu à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, tout en remplissant aussi ces autres objectifs qui sont tout aussi légitimes. Et l'intérêt de la démarche qui est entreprise depuis 2-3 ans, c'est justement de commencer à avoir ce type de réflexion beaucoup plus large. Alors c'est un tout petit, c'est un début, ces contributions ne sont qu'un début dans cette direction, et ce qu'il faut espérer, c'est que le mécanisme de revue et de révision et d'approfondissement de ces engagements, qui sera aussi discuté et approuvé à Paris, soit suffisamment fort et avec un suffisamment de poids pour permettre d'avancer dans cette articulation entre les deux. Voilà. Voilà, merci à tout le monde. Merci madame, merci mademoiselle, merci messieurs. J'espère que vous êtes éclairés, un peu rassurés peut-être, et en tout cas mobilisés tous pour le réchauffement, pour éviter que le réchauffement climatique pollue, rendre la vie invivable pour les générations suivantes. Merci beaucoup.